Bonjour, je suis Nathalie, créatrice du blog nathalie-fossa.com dédié à la parentalité. J'ai créé la formation Bien Grandir 0-3 ans et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir le docteur Laurent Vinikoff. Bonjour. Bonjour. Et nous allons parler de la fièvre par rapport aux bébés et aux jeunes enfants. Alors tout d'abord, c'est un sujet qui intéresse fortement les parents qui sont très inquiets quand les enfants et les bébés ont de la fièvre. Déjà, on peut peut-être démarrer par la question pourquoi le bébé ou l'enfant a de la fièvre, tout simplement. Eh bien, il a la fièvre parce qu'il est en train de lutter contre une agression le plus souvent bactérienne ou virale. Une maladie, quoi. Une maladie, en effet. Donc, c'est la traduction de l'activation de son système immunitaire. En fait, c'est comme une usine qui en surchauffe, donc elle émet de la chaleur, ce qui donne lieu à une hyperthermie, donc une augmentation de la température centrale, qui, pour affirmer, alors qu'est-ce que c'est d'abord une hyperthermie chez l'enfant, ou en tout cas la fièvre, c'est une température qui est supérieure ou égale à 38, c'est une définition de l'HAS. Donc de la haute autorité de santé. De santé, voilà, haute autorité de santé. Donc, qui a défini ce palier-là. Et donc, la fièvre traduit un phénomène physiologique normal de lutte contre une agression. Elle peut être bactérienne, elle peut être également virale, le plus souvent, c'est ce qu'on observe. Et c'est un phénomène tout à fait normal qui rentre dans un processus de défense. D'accord. À quelque part, en fait, la fièvre est presque bénéfique finalement pour l'organisme. Oui, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que la fièvre peut avoir effectivement des conséquences plus ou moins importantes ou graves chez l'enfant ou le nourrisson, et il convient absolument d'en apprécier les conséquences par l'observation clinique de l'enfant. Et d'ailleurs, à quel moment on doit commencer à s'inquiéter? Alors, on va peut-être distinguer le nourrisson, vraiment le bébé, du jeune enfant. C'est peut-être plus ou moins grave entre un nourrisson et un enfant qui aura 2 ans, par exemple. Alors, je veux dire, c'est pas tant le chiffre de la température, mais évidemment, l'enfant est chaud, on prend la température, on voit 40, par exemple, c'est un chiffre qui est quand même assez... Là, je pense qu'on a peur. On a peur, en effet, c'est normal. Oui, après, quelles sont d'abord les causes de la fièvre, les causes, et surtout les conséquences de cette fièvre. C'est surtout ça qui va conditionner, on va dire, la conduite à tenir chez le jeune enfant. Et donc quand on parle de conséquences de la fièvre, tu veux parler de l'état général de l'enfant ou... Oui, alors je parle de l'état général de l'enfant. En fait, un enfant qui est grognon, qui gémit, qui geint, etc., c'est déjà très impressionnant et on dit qu'il y a un problème. D'accord. Alors, oui, s'il a de la fièvre et que finalement il a l'air de plutôt bien la supporter, c'est moins inquiétant que même s'il a peu de fièvre et qu'il la supporte mal. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Et moi, ce qui m'intéresse quand je vois un enfant qui a de la fièvre, la première chose que je vois, c'est quelles sont les conséquences. Est-ce qu'il est bien hydraté ou pas? Parce que, imaginons qu'un enfant soit déshydraté, eh bien, ça pose un énorme problème. Il peut faire des complications dues à la déshydratation. Il peut décoller son cerveau de la paroi du crâne et faire un hématome. Il peut se mettre en insuffisance rénale. Il y a beaucoup de conséquences qu'on peut avoir. Et pour le détecter, il y a des choses à vérifier. Il faut palper la fontanelle de l'enfant. La fontanelle, c'est cette membrane qu'on retrouve ici, qui est parfaitement dépressible. Elle est pulsatile, qu'on vous met à la main. C'est-à-dire que quand on appuie dessus, ça va être un peu mou. Voilà, donc ça va être un peu mou, mais chez l'enfant déshydraté, c'est complètement creux, c'est vraiment très creux. Et donc là, c'est un signe d'alerte et de gravité, c'est-à-dire qu'il a perdu au moins 10% de son poids corporel en eau. Ah oui, et donc ça nécessite un traitement par réhydratation, car on met en danger la vie de l'enfant. Donc du coup, quand l'enfant il a de la fièvre, déjà la première des choses, c'est que le parent s'assure que l'enfant est suffisamment hydraté. Ouais. Donc de proposer le sein plus souvent si c'est un bébé qui est allaité exclusivement, ou de proposer des biberons d'eau par exemple. Ouais. Mais là, ça nous amène à parler des causes possibles de la fièvre. Imaginons que l'enfant ait une méningite. Il ne pourra pas se nourrir. Il va vomir sans arrêt, donc il va se déshydrater. Et il va présenter des signes méningés extrêmement plus ou moins graves, c'est-à-dire nausées, vomissements, obscurcissement de la conscience, c'est-à-dire un peu comme un coma Comme un coma, en effet. Ouais. Il peut également développer un purpura, ce sont des signes cutanés qui montrent qu'il a des troubles de coagulation extrêmement aigus et qui vont entraîner la mort dans très peu de temps. Oui, si on ne fait rien. Voilà, donc nourrir un enfant qui a une méningite, c'est pas possible. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier comment est l'enfant. Il faut l'examiner. D'accord. Mais pour le parent qui est chez lui, à la maison, avec son enfant, notamment, qui plus est, si c'est un nourrisson, on est encore plus inquiet en tant que parent et en plus en tant que maman. Donc on voit son bébé, il est chaud, on prend sa température, on voit qu'il a 38,5.
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fonce tout de suite chez le médecin, aux urgences? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on voit comment il est. S'il est en train de geindre et qu'il n'est pas bien du tout, ce serait bien de le soulager. Le soulager, c'est déjà le dévêtir, essayer de le refroidir. D'accord. On évitera les bains parce que c'est très inconfortable, puis finalement ça descend pas trop la température, pas autant que ça, et puis c'est très inconfortable pour l'enfant. Donc en tout cas, on lui enlève les couches de vêtements. Voilà, on le met à l'air, etc. Voilà. Et puis si ça ne suffit pas, et on vient à lui proposer plutôt des médicaments antipyrétiques. Oui, mais pour un parent qui est à la maison, il peut avoir un peu peur de donner de l'automédication. Voilà. Surtout chez un nourrisson, il n'y a pas un facteur justement à partir en dessous d'un certain âge où il faut plutôt directement aller voir son pédiatre ou les urgences. Voilà, moi je recommande pour un parent qui n'est pas médecin comme moi je suis parent aussi, j'ai eu des enfants qui ont eu de la fièvre. Effectivement, dès que l'enfant présente de la fièvre, ce serait bien de consulter son pédiatre ou son généraliste. Il faut déjà qu'il examine et voit qu'il essaie de découvrir la cause de cette hyperthermie, et qui est en général bénie, c'est des affections virales, et prodiguer les traitements qui s'imposent, notamment s'il faut prendre du paracétamol, il va le prescrire à telle dose, une dose qui est en fonction du poids de l'enfant, donc il faut le peser, et c'est intéressant, c'est à ce moment-là qu'on voit s'il y a une perte de poids ou pas, donc une déshydratation, qui peut nécessiter une autre prise en charge, qui alors vous amène aux urgences pédiatriques, à l'hôpital. D'accord. Mais imaginons, on est en pleine nuit, l'enfant a l'air vraiment pas bien, il a de la fièvre, dans ce cas-là... Dans ce cas-là, vous allez aux urgences. Oui, il faut faire confiance aux parents. Quand les parents sont très inquiets, en pédiatrie, il y a une règle, il faut écouter les parents. Quand on pense que les parents sont insistants, etc., et qu'on dit ces parents ils m'ennuient, etc., non, en fait, c'est qu'il y a vraiment un problème. 9 fois sur 10, ils ont raison. Et donc, si vous amènez l'enfant qui sont très inquiets, c'est qu'il y a vraiment un problème, et il faut vraiment l'écouter et le prendre en compte et traiter le jeune patient. D'accord. Donc, quand l'enfant est un peu plus grand, qu'il a, je sais pas moi, 12 mois environ, on est parfois un peu plus sûr de soi aussi en tant que parent, et puis notre pédiatre nous a peut-être déjà prescrit du paracétamol, ou on en a à la maison. Du coup, est-ce qu'il faut systématiquement donner du paracétamol en cas de fièvre ou... Non. En fait, on ne traite pas la fièvre dans des paracétamol, on traite un état, les conséquences de la fièvre de l'enfant. Un symptôme. C'est un symptôme. C'est un traitement symptomatique, on va dire entre guillemets de confort, j'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu ça quand même. Et c'est ça qu'on va viser. C'est vrai qu'on n'aime pas voir les gens souffrir, c'est normal, enfin j'espère. Et donc oui, parfois on est obligé de donner du paracétamol, mais on peut très bien utiliser des méthodes simples. Le fait de se découvrir, de diminuer la température de la pièce où on est, on peut déjà un peu arranger les choses, se couvrir un peu de... Alors quand on est plus grand, on peut mettre un peu de linge frais et des choses comme ça. Oui, un linge humide par exemple, voilà, pour se rafraîchir. Et puis si ça ne suffit pas, si on voit que l'adolescent ou le jeune enfant est toujours pas bien, on n'a pas d'autre choix. Pour l'instant, on a les médicaments antipyrétiques, c'est-à-dire contre la température. Et celui qu'on connaît le mieux, c'est le paracétamol. D'accord. Qui doit toujours être donné en fonction du poids du patient. En général, c'est entre 40 et 50 mg par kilo jour, avec une prise toutes les 6 heures. D'accord. Oui, et pour les enfants, il y a soit la solution du sirop avec une seringue qu'on met dans la bouche, ou du suppositoire. Alors moi, je prends ma casquette d'accompagnante parentale plutôt dans les choses naturelles. C'est vrai que j'ai une préférence pour le suppositoire parce que il est plutôt exempt d'excipients qui sont pas très sympathiques au niveau de la composition. Mais je sais que l'avantage de la seringue, c'est d'avoir un dosage exact en fonction du poids de l'enfant. Ceci étant dit, quand on est chez soi et que c'est une solution de secours parce que l'enfant supporte pas bien la fièvre, mais qu'il n'y a pas non plus lieu d'aller tout de suite aux urgences en attendant d'aller chez le médecin pour l'automédication entre guillemets du coup, c'est vrai que moi je suis plutôt partisane du suppositoire. Bon après, sauf si vraiment l'enfant ne supporte pas, on lui donnera un sirop. Il faut faire attention également parce qu'il y a aussi la question, est-ce qu'on peut lui donner de l'aspirine? Alors c'est pas recommandé avant l'âge de 16 ans. Parce qu'on peut déclencher... Donc pas avant l'âge de 16 ans. Hein. Ouais, parce qu'on peut déclencher un syndrome de Rayeux, c'est le nom du médecin qui a découvert ça. En fait, c'est une infection qui détruit, qui donne une insuffisance hépatique, donc tu peux détruire les cellules hépatiques, et également entraîner un œdème cérébral qui peut avoir une issue fatale. Donc on recommande pas l'aspirine.
mais plutôt le paracétamol. Alors des fois, D'accord. le paracétamol ne suffit pas. Ça, c'est un problème, hein. On n'arrive pas trop à descendre la température. C'est là qu'il faut aller consulter impérativement. Oui, si vraiment avec le paracétamol en plus, là, on n'arrive pas, enfin, l'enfant s'améliore pas au niveau de son état, oui, je pense que là, c'est bien d'aller aux urgences tout de suite, immédiatement, là. Ouais. D'accord. Enfin, en tout cas, dans les heures qui suivent la prise, s'il n'y a pas d'amélioration de l'état. Exactement. En sachant qu'il faut quand même bien observer l'écart de 6 heures entre deux prises. D'accord. Parce que si vous mettez trop de, enfin, comme je le rappelle, hein, le paracétamol a une hépatotoxicité. En fait, ça peut attaquer les cellules du foie et on peut se retrouver avec une cytolyse hépatique, c'est-à-dire une destruction des cellules du foie et qui peut se terminer par une transplantation hépatique. Donc, faire très attention au paracétamol. D'accord. Oui, c'est pas parce que c'est du paracétamol que c'est inoffensif, ça reste un médicament. Ça reste un médicament qui peut présenter des complications lorsqu'on le surdose, et notamment c'est la complication hépatique. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'espère que du coup les parents seront plus aptes pour savoir quelle conduite à tenir en cas de fièvre, qu'ils soient ni trop inquiets et alarmistes, ni attendre trop longtemps et que du coup l'état se dégrade s'il y avait vraiment quelque chose de plus grave. En tout cas, en cas de doute, consultez, il ne faut pas hésiter, on est là pour ça. Très bien. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la parentalité, vous pouvez retrouver mon blog et me suivre également sur les réseaux sociaux, Nathalie Fossa. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.